pas sorti d'un film d'espionnage. La DB5 d'Aston Martin. Un moteur rugissant, des formes galbées, une beauté éternelle qui fête cette année ses 60 ans. Cette voiture n'est pas vraiment insonorisée. Vous entendez tout, et vous le ressentez dans vos pieds, sous les pédales. Jason Downs est un collectionneur de voitures anciennes. En 2019, ce Britannique déniche une DB5 à vendre, totalement délabrée et en plusieurs morceaux. Plus de 2 ans de restauration pour enfin sillonner les routes anglaises, dans les traces de l'un de ses propriétaires les plus célèbres, un certain Bond, James Bond. J'ai grandi avec James Bond, donc cette voiture a toujours une place spéciale pour moi. C'est celle que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est une icône de style, de sophistication et elle est si britannique. Car si la DB5 est devenue si mythique, c'est bien grâce au célèbre espion de Sa Majesté. En 1964 sort le film Goldfinger. Le monde entier a alors les yeux rivés sur Sean Connery et sur sa voiture, une Aston Martin argentée. En 60 ans, elle n'apparaît que dans 7 films. Mais son élégance et ses nombreux gadgets, comme les fameuses mitraillettes cachées dans les phares, l'ont érigée au rang de star du cinéma. En 2021, elle fait un passage remarqué dans le dernier 007. Avec une production achevée en 1965, la restauration reste un passage obligé pour les nouveaux acheteurs. Cette entreprise anglaise en est l'une des spécialistes. Plusieurs DB5 attendent ici leur prochaine vie. Là, nous avons le châssis d'une DB5 en restauration. De la carrosserie aux finitions, il faut compter en moyenne 1 an et demi de travail sur ces bolides soixantenaires. Certaines sont vraiment en mauvais état. Alors quand on a terminé, c'est agréable. C'est comme si on avait créé une voiture neuve. C'est vraiment un accomplissement. Aston Martin n'en a produit que 1059. Alors chaque exemplaire en bon ou mauvais état s'arrache aujourd'hui à prix d'or. 1 million d'euros en moyenne. Les prix d'il y a 10-15 ans n'étaient absolument pas comparables à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est lié à cette certaine rareté et aussi parce que ces voitures sont devenues des morceaux d'histoire. Pour ceux qui n'ont pas le budget de James Bond, il existe ce modèle à 45 000 euros. Un prix réduit certes, mais à l'image du véhicule. On a pris des plans de la voiture originale qu'on a réduit à l'échelle 2/3. En vente depuis seulement 4 mois et déjà une 50aine de clients. Pour s'offrir cette réplique miniature. On veut amener cette expérience de conduite à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'un des 1000 exemplaires d'origine, qu'ils profitent du vent dans leurs cheveux et de la joie de rouler dans ce genre de bolide. Avec cette voiture miniature, impossible de dépasser les 50 km/h. Pas assez pour rivaliser avec James Bond donc, mais c'est la preuve que le mythe de 007 continue toujours de nous faire rêver. Les cas de Covid augmentent. Au comptoir des pharmacies, c'est la ruée sur les tests. Vous aurez les résultats d'ici 15 minutes par SMS. Ok, très bien, merci beaucoup. Et les résultats positifs se succèdent. Le virus fait un retour marquant. Alors, les Français sont-ils prêts à repasser par la case vaccin? Les avis sont partagés. Si on me demande, oui. Mais si c'est pas recommandé pour mon âge, non. Je la ferai pas. J'ai un problème de cœur, donc il vaut mieux que je me protège. Ça m'a pas empêché d'être malade, donc bon, je sais pas. Pour l'instant, les pharmacies administrent une dose de rappel à ceux qui le souhaitent. Mais en octobre, le gouvernement lancera une campagne de vaccination pour un public ciblé. C'est-à-dire les personnes les plus âgées, de plus de 60 ans, les personnes avec comorbidité, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes même en bonne santé mais vivant avec des personnes plus fragiles. Malgré tout, faut-il vacciner le reste de la population, notamment tous ceux qui ont reçu leur dernière dose il y a plusieurs mois déjà? Non, selon la plupart des spécialistes. Élargir la cible de la vaccination n'aurait pas de sens car la plupart des gens finalement sont protégés contre les formes sévères par les anciens vaccins et combinés à une immunité naturelle. Selon cet immunologue, les vaccins actuels ne seraient pas totalement efficaces contre le nouveau variant. Une version plus adaptée
est en cours de développement. Toujours interdit d'accès les 3 appartements carbonisés, là où des habitants ont été piégés hier par les flammes. Une mère et son fils ont péri, probablement asphyxiés, et une jeune femme a fait une chute mortelle. Son frère Abdoulaye a accepté de témoigner. Sa sœur, âgée de 26 ans, souffrait de problèmes mentaux. La famille voulait changer d'appartement. Ma mère, elle a fait la demande depuis 2016 pour que monsieur le maire, auprès des bailleurs et tout, pour qu'on les fait descendre plus bas, parce qu'on est au 10e étage et tout, le risque il est trop grand. Ma sœur s'est jetée par la fenêtre. 10e étage, vous imaginez, un 10e étage s'est jeté. Elle est détruite. Et là, c'est très grave. Moi, je ne les pardonnerai jamais. Je ne les pardonnerai jamais, jamais de la vie. Après l'émotion, le ton est à la colère. En 2021, un incendie dans le même immeuble n'avait fait aucune victime. Depuis, les habitants de la cité attendaient impatiemment les travaux. Les ascenseurs, c'est toujours en panne. On n'arrête pas de se battre. Je vais vous dire, s'ils faisaient le nécessaire, tout n'est pas aux normes. Alors les incendies, l'électricité et tout ça, c'est normal que ça pète. L'immeuble venait d'être racheté par Seine-Saint-Denis Habitat. Le directeur général du bailleur affirme que des travaux étaient prévus en 2025. Si on avait considéré qu'il y avait un quelconque danger, on aurait ou anticipé les travaux ou fait évacuer l'immeuble pour réaliser la mise en sécurité des logements, mais ce n'est pas le cas. Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort. Selon le parquet, pour l'heure, aucune information précise sur l'origine de l'incendie. À Bastia, 35 degrés cet après-midi dans le centre-ville, difficile à supporter. Il fait trop chaud, c'est étouffant, on s'habille, on ne sait plus comment s'habiller, on transpire, on est horrible. On s'est mis à l'ombre, on a mis les parasols et puis voilà, avec le sourire, on s'hydrate beaucoup. Une vague de chaleur intense, très rare aussi tard dans l'été. À Avignon, des pics de température jusqu'à 40 degrés, un maître mot. Avec des gourdes spéciales, on met de l'eau. Là, elle met dans les poches. On peut boire pour tout le monde. De l'eau pour se rafraîchir ou des sorbets. Mais beaucoup d'habitants sont restés chez eux cet après-midi. Chez ce glacier, les clients se font rares. Il fait tellement chaud qu'aujourd'hui, cet après-midi, on a vraiment moins de monde. Et je pense que ça va arriver, comme hier, vers les coups de 17h, 18h. À Toulouse, 38 degrés. Alors l'Office de tourisme a identifié les lieux culturels les plus frais. Un site aussi climatisé, vous avez la Cité de l'Espace. Objectif, orienter les vacanciers. Ils aménagent leur journée de visite par rapport à ces températures, parce que c'est quand même une température assez lourde sur Toulouse. Certains touristes en profitent pour visiter des musées, des églises où la fraîcheur est appréciée. Je pense que c'est les grands édifices de pierre qui gardent la fraîcheur, oui, tout à fait. C'était conçu à l'époque, C'était bien conçu, bien réfléchi. La vague de chaleur devrait durer encore jusqu'à mardi. Mais vraiment en Chine, sur les sites touristiques. Très vite, la foule envahit la montagne. En une seule journée, le site peut accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs. Il y a beaucoup trop de monde qui attend pour monter aujourd'hui. C'est un peu pénible. Le plus difficile n'est pas l'ascension à 1800 mètres d'altitude, c'est l'attente. 2 heures pour arriver au sommet et quelques secondes seulement pour la photo souvenir dans les nuages. 1, 2, 3, voilà, c'est bon. Il faut y aller maintenant. Autrefois sauvage, Huangshan est aujourd'hui l'exemple type du tourisme de masse en Chine. En période de vacances dans le pays, 280 millions de personnes, c'est 4 fois la population française, peuvent voyager en même temps. Un surtourisme qui affecte et abîme par exemple la Grande Muraille de Chine. Des sites qui sont envahis, comme cette réserve naturelle dans les hauts plateaux tibétains, d'autant qu'après 3 ans de Covid-19, les Chinois partent moins à l'étranger. Même dans le désert, il y a embouteillage, des chameaux à touche-touche. De retour dans les montagnes jaunes, les autorités limitent désormais les accès aux visiteurs. Le nombre d'hôtels dans les zones touristiques est restreint, mais le dilemme vaut en Chine comme ailleurs, entre développement de l'économie locale et protection des lieux. Rouvrir cette cathédrale. C'était le grand ouvrage de sa vie, le point final d'une carrière de 50 ans au service de l'État.
la reconstruction de Notre-Dame. Un chantier colossal dans lequel le général Georges Lain s'était investi totalement. Il faisait régulièrement des points d'étape au chef de l'État. Les choses vont se décliner telles que nous les avons programmées ensemble. Jean-Louis Georgelin était avant tout un militaire. Il a commencé sa carrière en Alsace, où il a été repéré son commandement et son sens de la mission. Nous entraînions par tous les temps. Il monte peu à peu les échelons, part en mission en Bosnie ou en Afghanistan. Puis il rejoint l'Élysée. Chef d'état-major auprès de Jacques Chirac d'abord, puis numéro 1 des armées sous Nicolas Sarkozy. Il quitte ses dernières fonctions à 68 ans, en 2016, et est rappelé l'année suivante après l'incendie de Notre-Dame. Vous avez de bons yeux si vous... Choisi par le président Macron pour tenir les délais et respecter les arbitrages, il va jouer le jeu en utilisant parfois un langage bien peu diplomatique. Quant à l'architecte en chef des monastères que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Ce matin, le président de la République lui rend un vibrant hommage. La nation perd l'un de ses grands soldats. La France, un de ses grands serviteurs, et Notre-Dame, le maître d'œuvre de sa Renaissance. Jean-Louis Georgelin était un homme de caractère, se souvient l'ancienne ministre de la Défense, Roselyne Bachelot. Il était complexe parce qu'il aimait les gens qui devaient obéir, mais il aimait aussi les gens qui savaient désobéir. Un homme de caractère, mais respecté par ses équipes et dont la succession sera forcément difficile. Je suis Lucille Guillotin, je suis journaliste à France Télévisions et je commente les matchs pour la Coupe du Monde de foot féminin. Je fais 11 matchs sur 32. J'étais stressé comme les joueuses pour leur premier match. Non, une fois que ça commence, on est content que ça démarre déjà. Et puis ce premier match s'est soldé par une surprise, la victoire de la Nouvelle-Zélande contre la Norvège, donc c'est plutôt chouette. Il y a eu pas mal d'occasions, voilà, c'était un match plutôt vivant, donc une bonne première. Moi je me suis préparé comme je préparais les autres matchs quand je commentais en radio, c'est-à-dire les résultats des équipes, les joueuses. On repère 3-4 joueurs, en l'occurrence 3 ou 4 joueuses majeures de chaque sélection, parce qu'on sait que ce sont elles qui vont faire la différence, ce sont elles qui vont avoir un petit coup de génie à un moment, donc c'est important d'avoir des données sur elles. Et le reste, d'avoir une idée un petit peu de où on va aller avec telle ou telle sélection, comment elle joue. À la comparaison. En fait, c'est ce qui m'agace le plus. On compare pas trop le hand masculin, le hand féminin, le basket, un peu dans le rugby, mais dans le foot, c'est tellement exacerbé. Encore une fois, ça se joue sur un terrain à 11. Ce sont les mêmes règles. Mais oui, ce sont des femmes, pas des hommes. Pourquoi devrait-on comparer? Voilà, je pose la question. De montrer que j'ai cette passion au même titre qu'un homme, je pense que c'est aussi le message que veut faire passer France Télévisions, c'est-à-dire que une femme au commentaire peut procurer les mêmes émotions qu'un homme, a la même passion qu'un homme. Après, pour être très honnête, je pense que les commentaires, il y en aura toujours. C'est évident, parce que les mentalités ne vont pas changer aussi vite que ça. Je suis vieille, j'ai 44 ans, donc dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient au foot. Mais j'étais dans un village, moi, du côté de Caen, où on était plusieurs à vouloir jouer, donc moi je me suis lancée, j'avais 7 ans. En Benjamine, à Camp-en-Plaine, et ça m'a tout de suite plu. J'ai commencé dans des équipes de garçons, ensuite j'ai eu dans des équipes de filles. Et après, quand j'ai beaucoup travaillé, je travaillais les week-ends.
En faisant du journalisme, j'ai dû arrêter, mais voilà, j'ai vécu des belles émotions à mon petit niveau, mais voilà, ça reste du foot, hein. Même le football amateur, c'est chouette. Moi, ce que j'aurais rêvé, mais malheureusement il fait maintenant du cinéma, c'est commenter un match avec Eric Cantona, parce que c'est le joueur que j'ai adoré, que vraiment j'ai vraiment adoré dans ma vie. Ça aurait été un match avec Manchester United quand il jouait. Avec United, bon, c'est plus possible. Mais aujourd'hui, un match du Racing en Coupe d'Europe, en finale de Coupe d'Europe. Peut-être une fois. Peut-être, on verra. Thank you.